tac. Pour l'instant, je vais mettre Alice. Yeah, 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 yeah. Calling on you with the pick and roll. Yellow flame, he in sicko mode. Take this here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out, boys. That's Nike boys up in our coast. Way too. C'est une petite première pour moi, donc j'ai pas l'habitude je suis pas un pro de l'événementiel comme ceux que je vais aujourd'hui laisser parler. Ça fait plaisir de vous avoir tous. On est sur deux continents différents. On a Joe en bas, le barbu avec la casquette qui est du côté de Mulhouse, c'est ça? Patricia, elle est au soleil. Et où, toi? À Nice. À Nice, quoi. Voilà, tout de suite. Eric. Moi aussi, je suis au soleil, il ne faut pas croire. Et Guillaume, t'es où, toi? T'es dans ta cave? Montréal. Mais il fait beau, hein. On a le soleil ici aussi. Oui. Ouais, c'est vrai. Alors, on est 4 à Montréal, on est une petite majorité, hein, même si on est 4 Français, mais on partage un petit peu tout ça. Alors, on va commencer tout de suite parce que la vraie grosse question aujourd'hui, même si c'est pas, j'ai pas voulu faire une conférence sur les pros de l'event, j'ai voulu attirer autour d'un café ou d'un verre d'eau en fonction des amis qui m'ont partagé un petit peu leurs problématiques, des gens qui travaillent à différents niveaux dans l'événementiel et qui ont l'habitude de rencontrer beaucoup de monde et d'être toujours en mouvement. Cette période un peu particulière, elle a changé la donne. Elle a fait que du jour au lendemain, alors qu'on avait l'habitude de serrer la main à plein de monde, on se retrouve à mettre en place des distances de sécurité qui sont assez hallucinantes. Alors, je vais commencer par Patricia. Patricia, donc toi, tu es à Nice. Tu as lancé une application il y a quelques temps qui s'appelle Copine de sortie. Mhm. Alors, tu peux nous raconter juste un peu avant le confinement ce qu'était et ce qu'il y avait l'ambition de faire Copine de sortie. Ouais. Alors, merci pour ton invitation, Mike, déjà. Bonjour à tout le monde. Donc, Copine de sortie, c'est une application mobile qui a été lancée il y a 2 ans sur Android et iOS, qui a pour but de mettre en relation les femmes sur une base amicale ou professionnelle. Donc, en fait, c'est une app événementielle et à la fois de rencontres amicales. Donc, en fait, tout tourne autour du fait que les utilisatrices vont lancer des événements pour se retrouver entre elles. Et le modèle économique tourne… Ouais, ne me mets pas en gros, Mike, ça me perturbe. Il tourne autour de moi. En fait. Écoute, je teste, là, pour l'instant, je teste. Alors, je me parle. Alors, en fait, on avait… donc, au bout de 2 ans, nous, on avait une communauté en France de 50 000 utilisatrices. Et notre ambition, donc, il y a encore 2 mois, c'était de faire une levée de fonds et de faire un développement à l'international extrêmement rapide. Mon ambition, c'était de suivre le modèle de développement des apps comme Apple, Tinder. Donc, en gros, travailler avec la levée de fonds, faire du déploiement de communauté et ensuite asseoir mon modèle économique. Et ça c'est pas passé très loin, en fait. Je pense qu'à 15 jours, il y a des choses qui auraient pu se passer. En fait, déjà, la boîte, nous, on l'a créée donc, il y a 2 ans. On avait très peu de moyens, enfin, comme la plupart des startups. Et on allait enfin commencer en mars à signer 2 contrats qui nous auraient permis d'avoir pas mal de trésor. Parce qu'au niveau du modèle économique, l'application, d'abord, elle est gratuite pour se connecter.
Mais on avait deux pistes. La première, c'était de faire appel, de proposer nos services de publicité à des gros annonceurs, comme les collectivités locales, en fait, les gros annonceurs d'événements. Donc, par exemple, la ville de Nice, la région PACA ou des gros centres commerciaux qui organisent des gros events, c'était notre cible. Et on avait enfin atteint le seuil début mars du nombre d'utilisatrices qui faisait qu'on pouvait devenir intéressant pour ce type d'annonceur. Et donc, au mois de mars, on devait signer 3 contrats à 15 000 euros. Et le Corona a tout stoppé. Voilà. Le Corona, c'est mis en travers de ta route. Ah bah là, ça s'est bien mis en travers parce qu'en parallèle, on avait aussi, sur le point aussi d'avoir une grosse fenêtre de communication en étant sélectionné dans une émission organisée par BFM TV. Et je comptais énormément là-dessus pour faire aussi un bond sur le déploiement de notre communauté. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un coup d'arrêt, mais vraiment gigantesque. Et moi, en fait, pendant un mois, je me suis mise au vert et je n'ai plus bougé, en fait. Donc, Ok, alors attends. On va parler de comment ça s'est passé, comment tu l'as interprété, comment tu as pris ça en pleine figure. Donc, on a bien compris, tu as lancé une application, tu es en modèle startup, donc ça veut dire que tu es en perpétuel changement d'orientation pour connaître un petit peu ton parcours. Je sais que tu es quelqu'un qui veut tester plein de choses et qui teste plein de choses depuis pas mal de temps. Et effectivement, il y a quelques temps, tu étais prête à tester une nouvelle façon d'avancer et patatras, il y a cette maudite Covid, puisque on a appris récemment que c'était féminin, donc c'est le coronavirus et la Covid. Faut partager, hein, pas de sexisme dans les maladies. On va demander à Eric de se présenter un petit peu. Alors, Eric, toi, allô, tout le monde. Tu es à Montréal. Ouais. Et t'es avec ta plante derrière toi. Exact. Elle est en pleine forme. Ici. Elle est juste là derrière moi. Elle prend soin de moi. Bonjour, merci Michael d'avoir fédéré tous ces gens autour de ce café. Moi, je m'appelle Éric Alexandre. Il y a 3 ans, en revenant de Paris, j'ai fondé une petite agence événementielle avec un ami d'enfance. Notre projet commun, c'était d'élever le niveau des festivals montréalais, principalement à travers du conseil, de la recherche de commanditaires, du design d'espace, d'activation 360 degrés pour des marques, puis de la production événementielle traditionnelle. Tout ça pour permettre aux festivals montréalais de bonifier leur offre festivalière. Les 3 dernières années, notre PME a connu une hausse constante de ses revenus, profitable, pas beaucoup, mais profitable. On travaille fort, on se taille tranquillement une place dans l'écosystème montréalais. Nos clients sont contents, puis on commence à avoir des gens qui nous appellent, qui ne nous connaissent pas encore. Le matin du 13 mars 2020, on a des projets en cours avec Mitsubishi Air Canada, le groupe LVMH, les Gin Ongava, le groupe Building Smart International, qui est un immense groupe, L'Oréal Canada, puis ça c'est pour nommer ceux que tout le monde peut connaître. On a vendu en 6 semaines d'année fiscale plus de 125% de notre chiffre d'affaires de l'année dernière. On est 4 employés, on a une petite dizaine de pigistes autour de nous, puis on est sur un plan d'embauche de 5 employés pour les 4 prochaines semaines. Dans cette journée-là, on va perdre 92% de nos projets en cours ou en cours de signature, avec pour la plupart un report d'une année et pour un minimum une annulation simple, pure et simple. Fait que pour nous, on va s'accrocher pendant 3 semaines sur les projets qui sont en cours, mais en même temps, on commence à se rendre compte aussi que la reprise, ça va être pas mal plus long que ce qu'on pouvait même imaginer le 13 mars.
Donc là, aujourd'hui, notre entreprise, tout le monde est sur le programme canadien d'urgence. En attendant de voir quand les clients auront de l'argent, parce que nous, on est le petit dernier à avoir des sous. Est-ce que tu peux juste nous dire, parce que nos amis français ne savent pas ce que c'est le programme canadien d'urgence, ça consiste en quoi? Alors, le programme d'urgence canadien, c'est un programme qui est de l'aide au chômage. C'est une assistance sociale, en fait, que le gouvernement canadien a mis en place pour tous les travailleurs qui se retrouvaient, tous les travailleurs saisonniers, normalement, ou de circonstances qui se sont retrouvés à demander du chômage. Donc, tu reçois un salaire X, tout le monde reçoit. C'est comme un peu comment vous appelez ça en France, le salaire de base universel, là. C'est un peu le même concept que le Canada a mis en place pour l'instant, donnant droit donc de 4 mois d'assistance pour tout le monde qui la demande. Donc, les entreprises au Canada, en ce moment, ont le choix donc de mettre les gens à pied, ou il y a un programme spécial où le Canada finance 75% des salaires pour les employés. Nous, pour l'instant, depuis le début de la crise, c'est pas vraiment une option puisque nos clients ont pas de sous. Donc voilà, notre situation, c'est un petit peu ça. Donc, Timtom, on a mis Timtom en sommeil, si on veut. Ça a été difficile à accepter. Ça a été très, très difficile à accepter au début parce qu'on n'arrivait pas à comprendre. Quand tu es dans un train en marche, tu te dis ouais, il y a ça qui arrive, mais c'est pas grave, je vais le gérer plus tard. Puis là, ça nous a pris quand même quelques jours, voire des semaines à comprendre que non, ça allait pas revenir comme c'était, du moins, là. Ouais, donc, c'est un peu la petite histoire de notre PME. Ok, écoute, on va demander si tu me permets. Alors, vous m'excusez si je vous coupe, les enfants, je ne veux pas être mal poli, mais j'ai pas l'occasion de vous donner un coup de pied pour vous dire stop, donc je vais vous couper lamentablement, ça me désole. On va demander à Joe de nous présenter un peu son entreprise. Donc Joe, toi, tu es du côté de Mulhouse, ça fait quelques années que tu es dans l'événementiel pur, puisque tu as monté une franchise d'agence événementielle. C'est ça. Bonjour à tous, merci Michael. Déjà, je voulais vous dire que je suis en grande forme. Je vais beaucoup mieux qu'en février ou en mars, où là, j'étais en dessous du bureau. Vous ne me voyez pas au niveau de la caméra. Je suis vraiment heureux de vous dire qu'aujourd'hui, ça va mieux et que j'espère que je vais moins bien aujourd'hui que demain, parce que j'espère que maintenant, on va avancer et que tous les doutes qu'on a eus maintenant font place à l'action. Moi, j'ai une positive attitude dans le sens j'ai besoin de cette énergie, c'est mon carburant pour avancer. Ça fait 10 ans que je suis dans l'événementiel, donc événementiel d'entreprise. Et quand j'ai passé on dit souvent au bout de 3 ans, en fait, ton entreprise, elle peut perdurer. Et quand j'ai dépassé, on va dire, les 5 ans, je me suis dit qu'il y avait plein de gens qui voulaient ouvrir leur agence événementielle et qui allaient aussi passer comme moi par plein d'étapes émotionnelles, psychologiques ou même toutes les erreurs possibles et imaginables, que ce soit en relation avec nos clients, en gestion de projet, quand on organise un événement, quand on le monte, tout ce qu'on peut imaginer quand on monte son entreprise, tout le temps qu'on passe à créer un logo ou créer des plaquettes pour chercher des financeurs, etc. C'est du temps qui est, comme Patricia, qui te crée pas de l'argent immédiatement. Donc, du coup, tu penses à long terme. Et donc, du coup, je me suis dit, il y a plein de gens comme moi qui veulent peut-être gagner du temps. Et donc, du coup, c'est pour ça que je me suis dit, on va mutualiser et on va créer une franchise. Ça s'est pas fait tout seul. Maintenant, on est quand même 33 agences en France qui partagent la même philosophie et la même marque qui s'appelle Innov Events. Et voilà, moi, je voulais vous dire aujourd'hui que je suis très heureux d'être avec vous, que je vois chez mes clients maintenant qu'on a des dates, parce que ce qui était le pire, c'était en fait de ne pas savoir. On était face à l'incertitude. Et c'est pour ça que tout a été annulé, comme le disait Eric, c'est que du coup, tout a été annulé d'un coup, pas pour une raison économique, mais pour une raison psychologique, en disant on ne sait pas comment ça va évoluer.
Et donc, du coup, à ce moment-là, on stoppe tout, quoi. Donc, effectivement, 95% de notre chiffre d'affaires a été annulé. J'avais des franchises, donc 3 franchises qui devaient s'ouvrir à ce moment-là, qui ont bien sûr mis en stand-by leur projet. L'avantage qu'on a, c'est que comme au Canada, on a des aides, on est picousé de subventions, d'aides par l'État. Donc ça, c'est vraiment top. Maintenant, il va falloir être très réactif maintenant, rebondir. Quand je reprends la thématique qu'on a donnée à tout le monde, c'était donc mourir, s'endormir, non? C'est ça, Michael? C'était hiberner, mourir. Hiberner ou se réinventer. Se réinventer. On est clairement en train de dire, voilà, le mindset du moment, c'est il faut s'adapter. On ne peut pas faire des événements en physique, on va en faire en virtuel. On ne peut pas en faire à l'étranger, on va en faire en local. Du coup, il y a plein de choses comme ça qui se mettent en place. Et par contre, le message, et c'est pour ça que je suis connecté aujourd'hui, c'est votre énergie. Il faut en prendre soin. Et dans l'événementiel, on est tous des leaders de groupe. On doit tous fédérer des fournisseurs, des clients, des partenaires, des collaborateurs. Et c'est votre énergie c'est un peu comme l'histoire du petit colibri. C'est chacun doit faire sa part et doit transmettre cette énergie. On ne doit pas se voiler la face, loin de là. Mais par contre, on doit dire, voilà, il y a des solutions. Il faut peut-être qu'on s'appelle, qu'on échange, qu'on fasse des liens entre les différents pays. Il ne faut pas être dans la protection des données, mais plutôt échanger, discuter, prendre du temps pour les autres. Et c'est peut-être ça la clé du succès. En tout cas, pour moi, je mise 100% là-dessus, quoi. Ok, super. Écoute, merci. Et on va demander maintenant à notre ami Guillaume de présenter son activité. Alors, ce que j'aime bien dans le panel qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment un peu de tout. On a des faiseurs, on a un Joe et un Eric qui construisent des événements et qui sont même la cheville ouvrière des événements. Et on a Patricia et Guillaume qui sont des facilitateurs d'événements. Des facilitateurs parce qu'ils ont imaginé des solutions. Patricia, avec copine de sortie, qui veut aider les femmes, les filles à se rencontrer entre elles de manière à créer des liens, à tisser des liens. Et Guillaume, qui lui a une entreprise qui s'appelle Perconnex et qui développe une solution que moi j'ai trouvé assez géniale. Elle me rappelle ce que je te donne toujours comme exemple, Guillaume. Il y a quelques années, ce qui m'a fait venir au Québec, c'était un événement qui s'appelait Futuralia et qui était sur le principe de connecter deux entrepreneurs à travers une plateforme avec un début de matching sur des intérêts communs. Est-ce que tu peux nous parler de Perconnex et de ce que tu faisais avant qu'on découvre cette formidable maladie qui nous oblige aujourd'hui à revoir nos priorités? Avant que tout s'écroule, oui, nous, Perconnex, on est une startup que j'ai fondée il y a 8 ans. À l'origine, on avait fondé une startup qui était dans le domaine du recrutement, où on faisait un matchmaking, un jumelage entre des gens qui appliquaient pour un poste et l'équipe de travail en place. Rapidement, après avoir développé notre algorithme derrière, il y a des gens dans d'autres domaines qui sont mis à nous appeler en disant est-ce que tu pourrais adopter ton logiciel de matchmaking à d'autres utilisations. Et puis, c'est comme ça, peu à peu, que Perconnex est né. On a fait un pivot complet il y a environ 3 ans pour aller uniquement sur le modèle Perconnex. Donc, maintenant, on commercialise notre algorithme de jumelage. Et parce que j'avais un background dans le domaine événementiel, parce que j'avais travaillé longtemps dans les chambres de commerce, j'avais fait de l'organisation d'événements, rapidement, les gens dans le domaine événementiel nous ont appelés en disant est-ce que tu peux nous aider pour ce qu'on appelle au Québec le réseautage, ou en France, souvent on utilise le terme networking, pour mettre en relation les gens dans nos événements, pour créer des liens.
On a même été mis au défi au départ par des clients qui nous ont dit « Peux-tu nous prouver que la satisfaction des participants à un événement serait améliorée si on les met ensemble en fonction de leur compatibilité calculée par ton algorithme? » Donc, c'est un peu comme ça qu'on a été lancé dans le domaine événementiel. C'est un retour aux sources pour moi. Et puis, au moment où la crise est arrivée, il y avait à peu près 80% de nos opérations qui étaient liées au domaine événementiel, aux activités, que ce soit prise de rendez-vous autonome par les participants dans des événements, ça peut être créer des agendas de rendez-vous entre des participants, entre des fournisseurs, des donneurs d'ordre ou en différents types de participants où on peut créer leur agenda optimisé pour des bonnes rencontres pendant la journée, ou encore la création de groupes de réseautage, de groupes d'affaires, d'ateliers participatifs, mais basés sur la compatibilité ou la complémentarité des gens avec notre algorithme. Lorsque la crise a frappé ici au Canada, je me souviens le jeudi 12 mars, la veille de l'hécatombe, le jeudi 12 mars, j'étais en événement, on est en train de tourner une publicité pour un de nos événements qu'on fait à Montréal, les fameuses cohortes de réseautage qu'on fait avec des chambres de commerce dans la région ici. Et puis, j'ai eu vent qu'un premier client allait annuler tous ces événements pour les prochains mois. Et puis, en 2 jours, il y a à peu près une quarantaine d'événements physiques qui ont été annulés pour nous. 40 événements, je dirais, de mars au début de l'été. Et puis, à ce moment-là, on nous disait c'est reporté. Mais rapidement, on a compris que les événements reportés allaient en cannibaliser d'autres qui étaient prévus pour l'automne. Alors, nous, c'était un peu un choc de voir cette perte dans notre chiffre d'affaires-là, de voir que tout d'un coup, tout ce qu'on faisait s'arrêtait. Heureusement, il nous restait quand même d'autres projets dans d'autres domaines. Et puis, il nous est venu une idée rapidement. Dès le premier jour, avec l'équipe technique chez nous, on a dit, on fait déjà des outils de prise de rendez-vous entre des personnes dans des événements. Est-ce qu'on pourrait peut-être, pour faire un coup de pub, juste connecter notre outil à des outils de vidéoconférence. Donc, on permet la relation physique qui avait lieu avant, mais on va ajouter un nouveau module où cette rencontre-là, plutôt que d'envoyer des gens dans une salle ou à une table pour faire un meeting, est-ce qu'il y a moyen de se réinventer et de le connecter à la vidéoconférence? Et puis, cette idée-là, on n'est pas les seuls à l'avoir eue. Il y a des clients qui nous ont appelés dès le lendemain, le samedi 14, je me souviendrai toujours, un premier client nous a appelé en disant on a une idée, nous aussi, puis on lui aura expliqué ce qu'on voulait faire et ils nous ont dit on va embarquer avec vous. Donc, ce qui signifie que pour nous, ça a été un pivot complètement qui a été fait dès le début. On a été chanceux d'avoir des clients qui ont embarqué avec nous dès le départ. Mais on a complètement réorienté notre chiffre d'affaires, ce qui nous a permis d'atténuer un peu la perte qu'on a eue à ce moment-là et de continuer à opérer. On est une entreprise maintenant qui tout le monde travaille du domicile, les bureaux sont fermés depuis 2 mois. Il y a des employés qui ont complètement été réaffectés à d'autres tâches qui avant faisaient d'autres choses. Maintenant, on leur a demandé de se réinventer eux-mêmes dans leur travail. Mais la bonne nouvelle, c'est que toute l'équipe a continué à travailler. Au départ, on n'était pas accessible à aucune mesure d'aide parce qu'on était une entreprise tellement qui était en croissance que certains barèmes minimums pour avoir des mesures d'aide étaient basés sur les années précédentes et puis nous, on ne les atteignait pas. Là, heureusement, les choses sont en train d'alléger certaines règles et puis on a su cette semaine qu'on allait pouvoir avoir un peu d'aide. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça nous a amené ça nous a amené beaucoup de visibilité, ça nous a amené beaucoup de demandes. J'ai jamais eu autant de inbound, de gens qui nous appellent en disant est-ce que tu peux nous aider pour des événements virtuels, de la prise de rendez-vous en ligne, ce genre de trucs-là. Alors, on n'a pas à se plaindre, on est parmi les chanceux qui avons été capables de se retourner puis de refaire d'autres choses parce qu'on était déjà basé sur le technologique. Je regarde un peu ma perception de l'industrie événementielle, ça a été le choc au début. Plusieurs ont été justement en hibernation. Nous-mêmes, je me souviens toujours la première journée où on a su que tout ça se faisait. Je suis parti du bureau à 3 heures du matin, j'ai refait ma planification budgétaire de A à Z. Puis je suis arrivé avec 2 solutions potentielles. J'arrête tout, on met tout le monde à pied, on arrête tout et puis on essaie de survivre jusqu'à la fin octobre, où on essaie de se réinventer puis de ramener des nouveaux revenus avec l'équipe actuelle. Puis quand je faisais le calcul, rendu au 31 octobre, en net, ce qui allait rester dans les coffres, c'était exactement la même chose. Alors, c'est un peu un pari de dire qu'on va continuer d'opérer parce que j'aurais pu dire on arrête tout.
Mais avec le recul, ben, ce pari-là a été payant parce que ça nous a amené d'autres opportunités. Alors, je voulais poser, merci Guillaume. C'est toujours intéressant de voir qu'on passe tous par cette phase-là. Et en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on aime ce qu'on fait. C'est que sur le coup, on s'en prend une grosse derrière les oreilles et on se dit comment on va faire? Comment on va faire? Et vous avez tous dit à votre manière, Joe, il était sous son bureau, Patricia, elle s'est mise au vert, je me souviens, elle m'appelait, elle était à la campagne. Ça va, t'es dans un endroit où quand tu te mets à la campagne, ça se passe bien. Donc, attends, Mike, il faut que je rétablisse une vérité. Le printemps sur la Côte d'Azur, c'est vraiment horrible. Il pleut beaucoup. J'ai eu plusieurs peines en même temps, mais j'étais à la campagne dans un petit chalet. Il pleuvait beaucoup. Hein. Non, c'était pas. Maintenant, ça va. Ok. Bon, bah, écoute, je compatis alors. Merci. Je veux rétablir la vérité. C'est bien. Et justement, alors toi, combien de temps ça a duré, cette partie où tu t'es dit, bon, ben, tout s'est arrêté. Alors, dans un premier temps, on est dubitatif. On se dit, bon, ben, on va attendre. Hein, je pense qu'on est tous passés par ce stade-là, vu que cette situation, c'est plus jamais vu. Je sais pas, c'est juste incroyable de dire que du jour au lendemain, tout ce qu'on imaginait s'arrête. On peut avoir imaginé tous les scénarios possibles et pourtant, en tant qu'entrepreneur, on a l'habitude de jongler un petit peu dans cet univers d'incertitude-là. Celui-là, je pense que on serait bien prétentieux de dire que oui, je l'avais vu venir et je l'avais anticipé. Donc, ok, tu t'es pris ça. Ça a duré combien de temps cet état d'esprit et ça a débouché sur quoi? Okay. Alors, effectivement, moi, contrairement à Guillaume, je n'ai pas le soir même refait mon plan de financement et en me disant, ouais, tu vas bien. Pas du tout. C'est vrai, donc moi, pendant 4 semaines, c'est vrai que j'ai rien fait. Je me suis surtout reposée parce que c'est vrai que j'avais vraiment mis les bouchées doubles pour essayer d'agir sur tous les plans, réussir une levée de fonds, signer des gros contrats, assurer une visibilité média nationale. Et c'est vrai que j'avais vraiment poussé en disant que ça allait passer. Donc c'est vrai que quand tout ça s'est écroulé, moi aussi, et j'ai attendu en fait. Moi, j'ai voulu me remettre en forme. Parce que j'ai vraiment pensé que la visibilité que je pourrais avoir, ça viendrait déjà de mon état de santé, mon état de forme. Donc, effectivement, quand j'appelais Mike, on en parlait. Franchement, j'ai aussi appelé mon avocate et je pensais vraiment qu'on allait déposer le bilan. Donc, je m'étais apprêtée à ça et c'est vrai que psychologiquement, d'avoir été dans la situation et j'imaginais que ma société était morte, alors que j'avais vraiment énormément travaillé pour elle, ça a fini par nettoyer pas mal de choses. Et chez moi, ça a déclenché un truc, c'était que mort pour mort, je pouvais aujourd'hui aborder les choses différemment, avec plus de sérénité. Notre difficulté dans la boîte, alors je pense que vous l'aviez pas vous, parce que j'entends qu'il y avait pas mal de chiffres d'affaires de tous les côtés. Mais nous, on était encore une jeune entreprise. On venait pas forcément de ce milieu à la base avec mon associé. Moi, je suis une ancienne fonctionnaire. Donc il y avait un salaire qui tombait chaque mois. On n'avait pas vraiment à se battre pour du chiffre d'affaires. Et moi, avec Mike, j'en parlais souvent. Il voyait bien que j'avais du mal à proposer des services payants à ma communauté. Et c'est vrai que là, ça a complètement, en fait, la situation qu'on traverse, ça a complètement enlevé cette hésitation, cette légitimité que je n'osais pas nous attribuer. Et en fait, j'ai commencé à proposer des services payants à nos utilisatrices à des tarifs assez bas. Mais en fait, j'ai assumé, c'est-à-dire que je suis hyper transparente. À chaque fois que je propose un service payant, je précise que les bénéfices seront affectés au coût de maintenance de l'application mobile, ce que je ne faisais pas avant. Et maintenant, en fait, j'avance en étant complètement transparente. S'il y a de l'argent, l'app est continue. Donc, en fait, je transforme le projet en un projet collectif.
Et du coup, parmi les services que j'ai lancés, donc alors l'appli elle reste d'accès gratuit, mais j'ai commencé effectivement par proposer des conférences en ligne. Alors là où je regrette d'avoir été très fatiguée au lendemain de l'annonce du Covid parce que j'aurais pu les lancer direct pendant le confinement. Ça, je regrette vraiment de l'avoir pas fait. Mais en tout cas, j'ai lancé la première la semaine dernière où en fait j'invite des coachs inspirants, plus ou moins célèbres. La semaine dernière, on a eu un love coach qui s'appelle Alexandre Cormon, qui est assez connu sur les réseaux. Et en fait, le coach, en fait, les coachs, je leur propose une visibilité, donc je leur offre un paquet de communication un package communication sur mon app que je vendais avant, que je prévoyais de vendre. Et en échange, il offre une conférence gratuite à mes utilisatrices que je fais payer. L'accès à la conférence, c'est totalement à rebours de ce qui se passe là sur le net. Hein. On a beaucoup de contenu gratuit en visioconférence, mais là, je demande une participation. Donc, en fait, moi, j'ai commencé par ça. Et je vois qu'en fait, ça prend. Et donc, je vais continuer à le faire. Après, il y a beaucoup de choses, mais si tu veux répartir la parole, Mike, je peux réserver. Ouais. Non, mais c'est intéressant de voir effectivement que on s'autorise des nouvelles choses qu'on n'avait peut-être pas l'occasion de faire jusque-là. Moi, pour la petite histoire, je prévoyais depuis un bout de temps de faire une vidéo avec un partenaire et on ne trouvait pas le moment. Il fallait qu'on trouve les caméras, il fallait qu'on se mette dans des conditions de studio, etc. Et là, le confinement a fait que, bah, écoute, on le fait en live, on enregistre comme on peut, mais la vidéo a très bien marché. Parce qu'au final, c'est pas les conditions, c'est pas le fait d'être avec le bon éclairage, et puis c'est pas ça. Et je pense que ce qui est d'intéressant dans cette situation, c'est qu'on revient à l'essentiel, on revient à des choses très concrètes. Et je pense que c'est le bon moment pour tous nos business de se poser la question, mais on sert à quoi? C'est quoi le vrai sens de ce qu'on fait? Et pas juste le fait de dire, bah, moi, je vends de l'événementiel ou je fais une application de rencontre entre copines, mais pourquoi tu le fais? Et au final, c'est ce moment-là, ces situations-là qui nous poussent finalement à nous réinventer et à revoir nos modèles. Guillaume l'expliquait bien, du jour au lendemain, ok, des choses qui étaient inimaginables il y a quelques mois, parce que Guillaume, il vous disait, si tu n'es pas capable d'aller au restaurant, au centre-ville pour faire une cohorte avec tout le monde, bah, tu ne peux pas faire de cohorte. Là, d'un seul coup, on se rend compte que bah, ce n'est pas le fait d'aller manger dans le restaurant à Garou qui va changer la donne, c'est bien les rencontres entre les bonnes personnes qui va générer ce lien, ce contact. Et c'est ça qui est intéressant dans ce modèle, c'est finalement de se dire, OK, mais comment je revois tout ça, quoi. Mais si je peux intervenir, il y a quand même eu une période d'adaptation, de choc de la part des clients. Parce que le service, puis moi, ce que je me suis aperçu dans l'événementiel, puis nos clients, c'était beaucoup les organisateurs d'événements et les associations professionnelles, les chambres de commerce. Tout le monde s'est lancé dans les conférences gratuites. Donc, au départ, là, ça a été la mode. Tout le monde offrait, puis je recevais plein des événements gratuits. Ce qui a créé à un certain moment une crainte chez mes clients qui me disaient, ben, OK, il va falloir que je t'engage, que je te paye pour que tu nous offres le service, mais tout est rendu gratuit. Donc, moi, j'ai plus de source de revenus. Donc, à quel moment la clientèle allait être prête à recommencer à payer pour avoir des services de rencontres ou des événements, même si c'est en virtuel? C'était une grosse question qu'on avait. Donc, pour revenir, par exemple, à l'exemple des cohortes que tu me donnes, ben, nous, les gens payaient un frais. Là-dedans, bien sûr, il y avait des frais logistiques de louer la salle, de fournir le repas aux participants. Ces frais-là, on ne les avait plus, mais il y avait quand même des frais derrière pour nous payer, pour payer la logistique, l'organisation, la coordination de tout ça. Alors, on a eu beaucoup de craintes au départ, des gens qui avaient peur de recommencer à lancer des projets en virtuel parce qu'ils avaient peur de la réaction de leur clientèle. Ils avaient aussi peur de l'image que ça projetait, de dire bon, mais on est en situation de crise, tout le monde a des difficultés financières et moi, je te demande de payer en plus de tout ça. Donc, il a fallu attendre que cette période de choc-là se termine avant de faire recommencer à payer.
Et puis là, dans les derniers jours, dans les dernières semaines, on a lancé un premier projet justement de cohorte en virtuel. Puis on est allé chercher à peu près le même niveau de participation qu'on avait auparavant, avec des prix moindres parce qu'on enlevait justement les coûts de logistique. Mais il y a quand même des gens qui nous ont retourné en disant non, nous, on n'embarque pas dans ton projet. C'est inadéquat de demander aux gens de payer pour faire du réseautage, pour faire du networking. Les gens ont besoin de leurs sous pour payer le loyer. Alors, c'est là, effectivement, c'est pas tout le monde qui est cheminé, qui est rendu au même niveau. Donc, il y a reprendre tes activités, c'est une chose, mais de recommencer à faire des revenus et être capable de te payer, c'est autre chose aussi. C'est pour ça que, pour moi, l'important, c'est de bien en profiter pour déterminer où est ta valeur. Parce que si au final, je viens dans une cohorte parce que c'est un bon resto, c'est que tu as loupé l'information qui consiste à déterminer ce à quoi tu sers réellement. Et si on n'arrive pas à trouver de valeur à ça, c'est qu'il y a un problème dans ton discours. Je voulais en profiter pour poser la question à Joe qui, lui, quand il est sorti dessous de son bureau, il a lancé un nouveau projet. Il s'est mis autour de la table et il a sorti un truc qui s'appelle Influeco. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, Jonathan ? Ça rebondit un petit peu avec ce que disait Patricia. En fait, on fait plus attention au fond qu'à la forme. Toi aussi, Mika, tu disais, ouais, moi, j'avais pas besoin d'un studio, d'une vidéo avec un super studio, avec des super caméras, etc. On peut faire des choses plus simplement parce que, en fait, c'est le fond qui compte et pas la forme. Et donc, du coup, amplifier les autres, enrichir l'autre, pour moi, ça a toujours été ma manière de faire le commerce. Je ne vois pas autrement faire du business ou du commerce sans passer par là. Il faut enrichir l'autre. Et toi, Michael, tu es conseiller et tu le fais super bien. Et c'est aussi pour ça qu'on est tous aussi réunis aujourd'hui. Et donc, du coup, Influeco, c'est un concept où, en fait, vu que je ne pouvais pas créer du lien, le métier d'événementiel, c'est créer du lien. Et ben, vu que je ne pouvais pas créer du lien physiquement, ben, du coup, je me suis dit, ben, on va créer des vidéos inspirantes. Parce que comme je vous l'ai dit, l'énergie, c'est d'être inspiré, c'est d'être entouré de gens autour de vous qui gravitent et qui essayent des choses. Peut-être que c'est pas les bons chemins, mais ils essayent, ils témoignent, ils disent ah ben là je me suis foiré, là j'ai eu un échec, là c'est intéressant, vas-y, essaye de le faire de ton côté. Donc du coup, vu que moi j'avais un manque énorme d'énergie autour de moi, les fake news à la télé, les gens pessimistes, négatifs, voilà, je me suis complètement, je me suis rendu hermétique à tout ça. Et donc du coup, Influeco est né en 15 jours en mode start-up, créer en fait simplement un média économique basé sur des vidéos inspirantes comme on connaît Combini ou Brut. Et effectivement, j'avais pas le matériel pour faire des super vidéos, mais j'ai mis quelques annonces, j'ai trouvé des rédacteurs, j'ai trouvé des réalisateurs, j'ai fait un pari de faire du DIY, donc c'est-à-dire d'envoyer un tutoriel aux gens, vu qu'on était confinés, pour faire eux-mêmes leurs vidéos. Et franchement, ça a super bien marché parce que les gens avaient envie d'apprendre comment se filmer, et puis ils avaient surtout envie de transmettre leur énergie. Et comme je vous l'ai dit dès le début, moi je fonctionne à ça. Et aujourd'hui, on a plus d'une trentaine de vidéos qui ont été mises en place en l'espace d'un mois. On touche vraiment toutes les catégories de personnes. Ça va de l'artisan au chef d'entreprise, au directeur d'usine. C'est vraiment très très éclectique. Et je pense qu'on peut tous mutualiser notre énergie et surtout on dit souvent l'information c'est le pouvoir. Moi je suis pas du tout d'accord. Moi je pense que justement il faut transmettre les infos, il faut pas les garder pour soi et c'est ça la clé pour rebondir. Donc voilà, moi je prends un plaisir de dingue, alors que j'étais pas du tout rédacteur en chef avant pour piloter tout ça, j'y connaissais rien du tout, mais je prends un plaisir de dingue à mettre en valeur certaines personnes que je trouve enrichissantes et qui ont beaucoup de choses à transmettre, quoi. Et est-ce que tu monétises donc ces vidéos ? Alors, comme toi, j'ai expliqué en fait le concept. J'ai dit, ben voilà, vous avez la vidéo, elle est à 249 €. Donc moi, j'en ai financé une trentaine.
Donc, en grosso merdo, c'est une enveloppe à 10 000 €. Donc, moi, j'ai autofinancé le lancement et puis une trentaine de vidéos. Et après, j'explique. J'ai dit, voilà, il y a la vidéo DIY, donc faire soi-même. Vous nous envoyez les rushs et puis nous, on s'occupe de faire du montage, de mettre le sous-titre, de faire un article pour rédiger autour de votre vidéo. Et donc, j'explique que voilà, le rédacteur aujourd'hui prend 30 €, que le réalisateur qui va faire la vidéo après le montage, couper les scènes, etc., prend 100 €. Et j'explique après, ben voilà, il y a 100 € pour la chaîne. Donc, en gros, on vend la vidéo à 249 €, quoi. Donc, j'ai essayé d'être très, comment dire ça, très transparent, parce que je pense que c'est la clé quand on monte un projet. C'est pas un projet qui est fait pour être viable, c'est-à-dire que je veux pas créer une économie de ça, mais je veux juste faire en sorte que, je reviens sur ce que je disais avant, amplifier ou enrichir l'autre, c'est lui donner la parole. Quand on se réinvente, et ben on veut le faire savoir. Et moi, la meilleure manière que je pouvais pour aider mes clients, c'était de leur offrir une vidéo aussi pour que eux ils puissent expliquer comment ils pouvaient se réinventer et comment ils allaient attaquer la suite. Donc, je pense qu'il faut savoir donner pour recevoir, ça c'est sûr. Je pense qu'aujourd'hui, on peut faire les choses pas forcément de manière hyper professionnelle, parce que bien sûr qu'il y a des petites coquilles, des fautes d'orthographe dans le sous-titre. Bien sûr, la vidéo n'est pas cadrée comme il faut, etc. Mais le fond, je reviens sur le fond, le fait ce sont des gens qui ont appris, qui ont fait eux-mêmes, qui se sont dépassés. Parce qu'il y a aussi ce côté, le frein de dire je ne savais pas comment me filmer, j'ai jamais fait ça, c'est dur, je suis tout seul chez moi à faire ça. Mais ils se sont dépassés et aujourd'hui, j'ai des gens qui m'ont témoigné, qui m'ont dit que ils vont continuer. Ils veulent continuer à communiquer sur un coiffeur, veut continuer à communiquer sur ce qu'il fait à travers des mini-vidéos auprès de sa communauté, quoi. Excellent. Ça m'intéresse énormément. Mike, je peux réagir? Ouais, vas-y, réagis. Vite. Ouais, j'aime beaucoup ce concept parce que moi aussi, je sens qu'auprès de ma communauté, on s'adresse aussi à un pourcentage de femmes qui sont entrepreneuses. Elles nous achètent des abonnements premium. Il y a vraiment un intérêt à leur apprendre à communiquer sur les réseaux et notamment à travers les vidéos. Donc, Jonathan, je veux bien en discuter avec toi un autre moment pour savoir comment tu as monté ça. Mais ça m'intéresserait de créer un pack aussi pour mes copines de sortie. Ouais, c'est cool, c'est cool. Alors, on parle beaucoup d'événements, de rencontres, de petites rencontres, mais j'ai commencé le live en partageant un truc, je ne sais pas si vous avez vu ça. Ouais. C'est pour moi un truc de malade. C'est des nouvelles tendances qui sont en train d'arriver, puisque forcément, les concerts, les grandes manifestations, les endroits où on a des milliers de personnes qui se rassemblent en même temps, sont compromis pour pas mal de temps. Je fais un petit coucou d'ailleurs à Stéphanie Juan, qui n'a pas pu se joindre à ce panel aujourd'hui et qui travaille pour la plus grosse salle de concert et d'événements d'Alsace, entre guillemets. C'est le parc des expositions de Colmar, où tous les Alsaciens connaissent l'événement annuel qui est la foire au vin, où on a tous les plus gros concerts qui débarquent. Elle me disait, avant 2021, il ne se passera plus rien. Donc, quand vous dirigez la communication d'un endroit qui doit faire 200, 300 événements gigantesques chaque année avec des concerts phénoménaux, la question, elle est encore plus importante. Et on discutait avec Eric Alexandre depuis quelques temps de OK, qu'est-ce qu'on peut faire dans le milieu de l'événementiel et du concert? Est-ce que ça a du sens de faire je voulais vous partager aussi le concert de Trio, qui le jour où on a décidé qu'il y aurait confinement, ils avaient prévu de faire le concert à l'Arena, à l'Accor Arena de Bercy, avec 20 000 spectateurs, et ils se sont retrouvés à faire leur concert parce qu'ils avaient tout qui était prêt. C'était le soir même qu'ils devaient le faire, ou le lendemain, je ne sais plus.
et ils ont décidé de faire leur concert dans une salle vide, Oui, mais de clos. retransmettre le concert en live devant des milliers de personnes, puisque on voit que le concert du 13 mars a fait 314 000 vues, ce qui n'est pas rien pour un groupe comme ça. Travis Scott, c'est indécent, hein, c'est 38 millions de vues, donc c'est un truc de dingue. Après, c'est pas accessible à tout le monde, hein. Travis Scott, il a fait ça sur Fortnite. C'est un boulot de dingue en univers. Donc, vous imaginez, vous êtes avec votre casque virtuel, vous mettez ça et vous vivez une expérience qui pour moi, de toute façon, n'a même plus rien à voir avec ce qu'on peut imaginer comme type de concert aujourd'hui. Là, il faut imaginer que vous êtes un de ces personnages-là, vous dansez dans votre salon, vous avez la possibilité de lancer des effets et vous baladez finalement sur scène avec votre star juste en face. C'est hallucinant ce qui est possible de faire aujourd'hui en réalité virtuelle. Je voulais voir un petit peu votre avis, peut-être Eric Alexandre, qui a l'habitude de travailler dans des gros événements. Je sais que tu travailles sur des festivals et des choses comme ça. Comment tu vois, toi, cette nouvelle donne Moi, je suis un petit peu perplexe. Je suis partagé sur la question. Je pense qu'il y a une situation qui est particulière au Québec où on nage dans un environnement anglophone dans lequel il y a des budgets qui sont attribués à l'Amérique du Nord. Puis nous, on travaille. Donc, nous, Tim Tam a la chance de travailler avec des compagnies qui sont sur ces budgets-là anglophones. Mais le Québec étant la petite enclave francophone de l'Amérique, les marques ici, du moins ce que j'en sais pour ma petite expérience, n'ont souvent pas les budgets pour aller sur des déploiements immenses comme ça. Là où je trouve ça très, très intéressant, c'est que ça fait des années qu'on dit aux marques sur un festival, il n'y a pas que le physique, il y a l'expérience que tu fais vivre au festivalier du point A au point B et quand il est arrivé chez lui et sur l'année complète. Ça fait des années qu'on dit ça aux marques et finalement, le budget n'est pas là, Je pense que ce qui va arriver tranquillement, c'est que les budgets vont switcher pour peut-être réduire l'espace physique sur un festival, mais amplifier la conversation avec le festivalier. Et quand je dis amplifier, c'est pas forcément dans l'espace du festival, c'est aussi comment je garde cette relation-là et comment l'expérience que je te fais vivre à l'instant T peut limite se retrouver l'année prochaine. Donc, je pense que c'est ce type de discussion-là qui, nous, on est contents dans un sens parce que ça ouvre ces portes-là à grands coups de pied, là, tu sais, les portes qu'on essayait d'ouvrir depuis des années, puis finalement, on est désolé, pas cette année, l'année prochaine. Là, je pense que c'est inévitable, on n'a pas le choix de le faire, tous les autres le font. Là, la question, c'est que nous, on a une espèce de beau rôle là-dedans parce qu'on est conseillé. Donc, on regarde un petit peu tous nos clients faire. Puis là, c'est la pagaille un petit peu partout parce que ça leur tombe dessus un peu. Tu sais, c'est surprenant pour tout le monde. Donc, pour nous, on regarde ça aller puis on se voit plutôt comme un producteur qui va utiliser les plateformes qui vont permettre d'arriver à l'expérience optimale d'un client plutôt que de se lancer dans une plateforme, puis on va changer notre modèle d'affaires. On va regarder, on va attendre que la poussière retombe, donc d'où l'hibernation, si on veut. On va attendre que la poussière retombe, que les meilleurs ressortent, puis on va utiliser ce que les meilleurs font pour, après ça, ajouter, si on veut, aux expériences qu'on veut proposer à nos clients, là. Oui, en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est le bon moyen d'imposer quelque part des nouvelles façons d'imaginer un événement et la contrainte fait que il émerge des nouvelles choses qui vont aller dans le sens de ce que toi tu veux proposer, parce que je sais que tu adores proposer des nouvelles expériences. On en a discuté des dizaines de fois sur plein de sujets différents dans l'événementiel. C'est ça. C'est de dire, OK, arrêtez de voir le concert ou le festival comme il se fait depuis 10 ans. Commencez à vous ouvrir et à aller vers autre chose.
Et là, c'est la meilleure opportunité qu'il puisse y avoir, c'est de dire, bah, voilà, moi, ça fait des années que je suis pris pour un fou à vous dire que c'est vers ça qu'il faut aller. Il aura fallu qu'il y ait Il y a une pandémie. un maudit Covid qui nous impose finalement une nouvelle façon de faire. Hein, c'est comme. Ouais, puis je trouve ça intéressant. Oui, vas-y, excuse-moi. Non. J'allais dire ce que je trouve intéressant aussi, même pour le festival, du côté festival, je trouve ça encore plus intéressant parce que pour un festival, une de ses principales sources de revenus, c'est le sponsorship. Donc, si du jour au lendemain, on te force toi aussi à aller en ligne, donc ça fait que ton audience maintenant, elle est mondiale. Je sais qu'elle est pas, elle est théoriquement mondiale. Donc, même toi, en tant que festival qui avait 20 000 festivaliers ou 100 000 festivaliers, ben maintenant, tu peux t'attaquer au monde. Et donc, je trouve ça super intéressant parce que eux aussi, ça leur force à repenser leur modèle puis à réfléchir à, bon, mais comment est-ce qu'on fait un festival aussi dans une maison? Je pense pas que les gens, du moins la position de Tim Tam, c'est qu'on pense pas que les gens soient assis devant leur télévision à regarder le festival. Maintenant, le festival dans la maison, c'est est-ce que ta télé et ton téléphone, donc tes appareils connectés, deviennent un amplificateur de ton quotidien? Donc, toi, tu es donc dans ton festival, mais tu es dans ta maison, tu es confiné. Évidemment, on ne sera pas toujours confiné, mais comment est-ce que mon festival, moi, ici à Montréal, peut aller connecter avec quelqu'un qui est en Amérique du Sud ou qui est aux États-Unis ou qui est même sur un autre fuseau horaire. Donc, je pense que c'est pour les festivals, il y a une espèce de transformation du milieu qui, justement, va permettre plus de sponsorship et du sponsorship plus intéressant aussi, donc des expériences qui sont beaucoup plus attribuées aux différentes audiences d'un même festival, tu sais. Bon, après, il y a cette solution-là, si ça vous parle, une combinaison pour aller en rêve complète pendant une pandémie. Il y a d'autres solutions. Maintenant, c'est pas forcément les plus faciles à mettre en œuvre. Si tu me permets, j'aimerais ça rembarquer sur ce qu'Éric Alexandre vient de dire. Oui, vas-y. Nous, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de clients qui nous ont appelés pour nous dire justement qu'il y avait des sponsors, des commanditaires, des exposants qui cherchaient toujours à avoir la visibilité promise en événementiel, présentiel, et qui les appelaient en disant, ben écoute, notre argent est toujours sur la table, es-tu prête à réinventer l'expérience pour pouvoir nous offrir quand même une visibilité équivalente? Alors, je sens que les organisateurs d'événements sont en recherche de solutions pour pouvoir leur offrir cette visibilité-là et continuer leur opération. Et puis, de mon point de vue, ce que je vois, puis je vous bâtis un peu sur ce que Jonathan disait au tout départ, un des enjeux qu'il y a, c'est qu'on a une incertitude par rapport au futur. On ne sait pas en octobre, en septembre, en janvier prochain, est-ce que les événements physiques seront repris? Est-ce qu'on sera en présentiel? Je connais des grands opérateurs de salles qui sont en train de travailler sur des événements présentiels, mais sanitairement responsables, c'est-à-dire des événements physiques où on va respecter les règles de distanciation sociale à 2 mètres et tout ça. Est-ce que ce sera ça la solution? Et puis là, on entend de plus en plus parler de l'événement hybride parce que tout le monde est dans l'événement virtuel. Je pense que la réflexion est déjà bien amorcée. Mais est-ce qu'il y aura des événements hybrides où il y aura à la fois du présentiel et pour ceux pour qui la confiance ne sera pas revenue à un point où je suis prêt à aller dans une salle pour un événement, je vais pouvoir quand même vivre l'expérience, mais de chez moi, donc un hybride entre le présentiel et le virtuel. Le gros problème qu'on a, c'est qu'on n'a aucune idée de à quoi ça va ressembler dans quelques mois. Et puis, on n'est pas capable de dire, ben, si un de mes clients m'appelle en me disant, je veux préparer un événement pour décembre prochain, ben, lui-même, il ne sait pas si son événement, il sera autorisé à le tenir. Alors, il faut toujours qu'on réussisse à leur offrir une solution où ils vont pouvoir faire un switch entre le présentiel et le virtuel, peut-être de l'hybride dans tout ça, puis leur permettre de les rassurer en disant commence à travailler sur ton événement maintenant et peu importe où on sera rendu dans 6 mois, ben, on va avoir la solution pour te permettre de tenir ton événement. S'il y a une deuxième vague de virus, puis là, tout d'un coup, on était tous revenus en présentiel et puis là, on reconfine, ben, tu ne seras pas obligé d'annuler ton événement cette fois-ci parce qu'on est équipé pour te permettre de l'offrir en présentiel. Alors, c'est ce que je sens dans l'industrie en ce moment, cette incertitude par rapport au futur et qui oblige les organisateurs d'événements à planifier un plan A, un plan B, un plan C, un plan D
pour ne pas se priver des revenus de commandite ou d'exposants dans leurs événements, mais d'être capable d'être sûr de ne pas être obligé d'annuler l'événement à nouveau. Je montrais juste cette news qui est passée assez inaperçue. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais Apple qui a acheté une startup qui s'appelle NextVR. Allez voir, je partagerai de toute façon dans le groupe toutes ces recherches, et je vous invite d'ailleurs, parce qu'on arrive presque à 1 heure de discussion, je vous invite même à proposer dans le groupe 5 à 7 transatlantique les solutions que vous proposez ou que vous avez découvertes. Je pense que ça peut être super intéressant pour tout le monde de partager tous ces éléments-là. Cette startup filme en temps réel, en VR, tous les événements. C'est-à-dire que vous êtes à côté d'un joueur de foot, vous êtes au milieu d'un match de hockey, vous êtes sur le vélo ou sur la moto qui est en train de faire un raid en VR. C'est-à-dire que on est en train de créer des nouvelles expériences qui vont proposer à l'utilisateur de changer un paradigme qui était que jusque-là, on estimait qu'un concert ou un événement, c'était l'ambiance et les gens à côté de nous qui faisaient que cet événement était réussi et j'avais envie d'être dans le stade de foot. Là, on commence à faire le pari de dire oui, mais dans certains cas, peut-être que tu voudrais être à côté du joueur, que tu voudrais être au cœur de l'action, que tu voudras vivre l'événement différemment. Et c'est intéressant ce que tu dis quand tu parles d'événements hybrides, c'est qu'on n'a pas tous le même rapport à l'événement. Si tu n'es pas fan de hockey, bah, tu n'as aucun intérêt à aller au Centre Bell, à payer ta place à 250$ pour finalement être tout en haut et voir presque rien, juste parce que tu as de l'ambiance à côté. Par contre, tu es un vrai fan à un moment donné, être au milieu des joueurs, bah, c'est encore autre chose. Et c'est là où, effectivement, alors je vois les fans de hockey qui secouent la tête, mais voilà, la question, et pour moi, je n'ai aucune affirmation à ce niveau-là, c'est la question ouverte. La question, c'est est-ce qu'on ne va pas vers une nouvelle façon de vivre les événements avec la VR, avec ces nouveaux outils? Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous voulez encore réagir avant qu'on rende l'antenne, comme ils disent. Et Maxime, on ne t'a pas beaucoup entendu. J'ai envie que tu bouscules un petit peu. Moi, ce qui est marrant, c'est que depuis tout à l'heure, je ne parle pas et en fait, j'écoute et vous savez pas vraiment ce que je fais, mais moi, je suis en fait, je pense que je suis le seul épargné de la pandémie, en fait. C'est que mon entreprise est 100% en ligne et en gros, moi, ma spécialité, c'est l'acquisition client sur Internet. Donc, en gros, en fait, depuis tout à l'heure, vous êtes en train de parler de toutes les solutions et en fait, moi, je les applique depuis maintenant 4 ans. Et Jonathan parlait du partage, de la création. Donc, j'ai créé une chaîne YouTube et tout. Je vois qu'au tout début, quand on a une webcam, on n'a pas de micro professionnel et choses comme ça. Mais le message que j'ai retenu, c'était le partage. C'est que les gens, en fait, voulaient vraiment avoir le partage de tous ces moments, en fait, que ça soit en direct dans les événements ou alors en virtuel. Et à l'heure actuelle, moi, je fais beaucoup de live comme ça avec ma communauté où je partage mes expériences, où donc ces gens-là, en fait, viennent en live pour me voir parce qu'on ne peut pas forcément se voir en présentiel, parce que moi j'habite à Montréal, la plupart de mes clients ou des personnes qui me suivent sont directement en France. Donc des fois on fait des événements comme ça, par exemple on va aller louer une salle et puis on va réunir toutes ces personnes dans cette salle pour discuter du sujet qui est le business en ligne. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui se réinnovaient et en fait avec cette pandémie, en fait tout le monde s'est remis en question. Et c'est dans le chaos qu'on trouve la positivité, je trouve. Et là,
ce que je voulais voir, c'est par rapport à la VR, la réalité virtuelle. Je trouve qu'il y a vraiment une grosse chose à faire par rapport à ça, parce qu'il y a très peu de gens qui ont inventé des systèmes d'événementiel avec la réalité virtuelle. Je connais une personne qui a inventé quelque chose, c'est-à-dire qu'on a en fait, c'est pour s'entraîner en fait à faire des conférences devant des milliers de personnes avec les lunettes de VR. Et en fait, les gens peuvent s'entraîner devant une salle de 10 000, 5 000, 20 000 personnes. Et en fait, cette personne-là, ils ont inventé ça pour que en fait, les gens se sentent beaucoup plus à l'aise à parler. Et je trouve ça vraiment que ça peut être un artiste qui veut s'entraîner devant des gens à jouer, choses comme ça pourrait être la même chose, par exemple. Ouais, super intéressant. Dans l'industrie de l'événementiel, je pense qu'il y a tellement de choses à faire. Par exemple, là, on disait il y a déjà une entreprise qui l'a fait, c'est Tomorrowland. Tomorrowland, c'est des festivals en Belgique. Ils ont créé ça. Après, ils se sont exportés un petit peu partout dans le monde. Mais ce qu'ils faisaient à un moment, c'était qu'il y avait le festival qui était en Belgique. Et en même temps, ils avaient un live au Brésil à une heure différente et ils mettaient tout en œuvre pour avoir des écrans géants et les gens faisaient la fête en même temps, donc en Belgique et au Brésil. Donc ça, c'était une chose. Mais si on le fait aussi sur Internet, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de faire la fête en Belgique et des gens qui sont en train de faire la fête au Brésil, mais tout ça sur Internet avec de la réalité augmentée ou de la réalité plutôt virtuelle, là, ça sera encore un autre step, je pense, par rapport à tout ce qui est événementiel. Une question pour toi, Eric, de Thierry Balland. On parle beaucoup de l'organisation virtualité, mais pensez qu'un artiste peut se donner à 100% sans un public physique? Je n'ai aucune réponse à cette question. J'abonde dans cette question. Moi aussi, je trouve ça fabuleux de voir les artistes jouer dans leur salon, mais je n'ai pas réponse à cette question. Pour l'instant, nous aussi, on essaie de réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire un événement. Il y a en Angleterre, ils ont fait un événement comme ça où il y avait des points par terre devant une scène, des points qui étaient tous à 1 mètre ou 2 de distance. C'est intéressant, mais tu sens que les gens sont coincés quand même un peu. Quand tu vas aller aux toilettes, c'est pas évident. Pour moi, le concept de l'énergie d'une foule, à moins que ton artiste ait la casquette VR sur la tête comme ça, puis qu'il voit la foule de 10 000 personnes. D'ailleurs, Max, ce dont tu parles, c'est génial. Mais là, ça devient moins plaisant pour le festivalier. Donc, on est toujours un petit peu dans le flou. Je pense que le présentiel pour un artiste reste quand même important. Après, un artiste dit aussi que devant la scène, il voit plus personne parce qu'il est dans sa bulle. Donc, pour moi, c'est difficile à imaginer parce que je suis moi-même pas. Est-ce que c'est juste des retours de son, d'images, de choses qui créent une ambiance? Je suis pas assez artiste pour pouvoir répondre à cette question. Mais ça pourra faire l'objet d'une discussion avec des artistes. Absolument. Notamment parce que tous nos petits artistes, même les moyens et les grands, n'auront pas le moyen de faire des concerts dans Fortnite comme Travis Scott. Mais je pense qu'il va falloir qu'on crée le modèle un peu plus petit, plus médium, plus... Joe a quelque chose à nous... Oui, je pense qu'on est tous d'accord qu'on ne veut pas remplacer l'événement physique par un événement virtuel. Oui. Je pense qu'on est d'accord qu'il faut l'accompagner, il faut trouver des solutions. Pour Thierry, je pense que ce qu'il recherche, c'est l'interactivité. Donc, avoir un échange avec un public, ne pas se retrouver seul face à lui-même et attendre la fin de sa présentation pour avoir les retours. Donc, je pense que l'interactivité a son rôle ici. Il y a plein de solutions qui existent. On le voit déjà aujourd'hui en live. Tu peux voir en temps réel le nombre de personnes qui sont connectées, s'ils sont plutôt contents, pas contents, etc. Donc, je pense qu'il y a plein de choses dans ce sens-là sur l'interactivité si on doit se développer sur le digital.
Et après, j'ai quand même une peur, c'est un dessin animé qui s'appelle Wall-E. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce dessin animé Wall-E, où à la fin, ils sont tous un peu gros sur des scooters et ils se disent plus bonjour, quoi. Donc, je ne voudrais pas que dans 10 ans, on soit tous en scooter et qu'on n'arrive plus à marcher, tellement on est connecté sur le digital. Non, quand tu es organisateur d'événements, je pense que on est certain que créer du lien, ça passe par le contact physique. Et Ouais. on va d'abord réfléchir aux éléments sanitaires pour protéger les gens, mais on va éviter de tous les cloisonner. C'est pas notre volonté, quoi. Je pense que, puis je vais rebondir sur ce que Jonathan vient de dire rapidement. Je pense que tu as absolument raison que maintenant, les producteurs événementiels, ils ont ou du moins ils risquent d'avoir comme responsabilité de s'occuper que le territoire que tu gères durant ton événement soit respecte certaines règles sanitaires, que ton staff soit capable de répondre à peu importe la situation, que les gens soient testés. Je dis testés peut-être pas en live, mais donc je pense que le producteur événementiel maintenant doit aussi réfléchir à son rôle en tant que protecteur de la foule. Et on doit réfléchir justement à comment est-ce qu'on va gérer ces foules-là maintenant. Parce que c'est pas dit que les foules vont revenir aussi nombreuses localement. C'est pas dit que le festival qui avait 100 000 personnes va avoir les mêmes 100 000 personnes physiquement. T'en as probablement une bonne partie qui ne voudront pas aller sur place. Donc, la valeur de chacun de ces festivaliers-là va être augmentée aussi maintenant pour les sponsors. Donc, il y a aussi toute une réflexion sur la responsabilité du producteur événementiel là-dedans. Je pense avec la personnalité de chacun aussi. Il y a des gens qui ont besoin de toucher, il y a des gens qui ont besoin de sentir, il y a des gens qui sont des gens heureux en ce moment d'être chez eux et de ne plus avoir à interagir avec eux. Donc, je pense que l'apprentissage qu'on va avoir, là, on n'a pas le choix de passer avec des outils technologiques virtuels pour la période qu'on vit en ce moment. Je pense pas non plus que ça va durer éternellement. Un jour, il y aura un vaccin et on recommencera. En tout cas, on l'espère. On ne sait pas combien de temps va durer cette période-là. Mais je pense qu'il va rester après, c'est que les gens vont avoir découvert d'autres manières de vivre l'événementiel et qu'il y aura toujours une certaine portion des participants qui nous demanderont OK, est-ce que je peux vivre ton événement d'une autre manière que de payer mon billet puis d'aller sur place? Est-ce que je peux vivre ton événement même que si je suis sur un autre continent, mais que ça m'intéresse et je n'ai pas envie d'acheter un billet d'avion? Donc, il y a tout ça aussi. Donc, je pense qu'il va y avoir des technologies qui vont rester pour qu'on puisse offrir le choix aux participants d'avoir différentes manières de vivre l'événement. Puis de toute façon, Éric Alexandre, tu le disais, depuis un certain temps, c'était déjà la tendance dans l'événementiel de pouvoir personnaliser l'événement à chacun. Chacun veut vivre son expérience, chacun veut participer au contenu, on veut plus être passif dans l'événementiel, on veut que ce soit interactif. Alors là, on vient juste de pousser ça une coche plus loin, c'est-à-dire je veux avoir un événement interactif, je veux pouvoir interagir, mais je veux pouvoir le faire de chez moi maintenant. Donc, moi, je pense qu'il y a des choses qui vont rester de tout ça, même s'il y a une certaine partie qui vont vouloir retourner dans l'événementiel physique, ça, c'est sûr et certain. Ben écoute, je pense que tu donnes la bonne conclusion et la conclusion à laquelle moi je suis arrivé aussi. Je pense que en tant qu'entrepreneur, on vit tous les événements de manière différente en fonction de notre métier, en fonction d'un certain nombre de choses. Ce qui va sortir de tout ça, c'est déjà voir comment nous, on est capable de se renouveler, de se réinventer et d'interpréter ça, parce que comment on fait, nous, au quotidien, pour réinventer notre quotidien à nous, hein. Il y a un certain d'entre nous qui sommes parents. Moi, j'ai mes enfants en même temps qui font cours de manière virtuelle, ce qui était juste inimaginable il y a quelques semaines encore. Moi, j'ai vu mes enfants jouer par vidéoconférence avec leurs copines. Ce que moi, je ne peux même pas concevoir qu'on puisse jouer au Barbie en vidéoconférence. C'est des choses tellement nouvelles qui nous sont arrivées que, bien sûr, c'est très contraignant, c'est très embêtant et il va y avoir des entreprises qui ne vont pas pouvoir s'en relever. Mais je pense que celles qui ne vont pas s'en relever, une fois de plus, c'est celles qui ne se remettent pas en question. Et la vraie question dans tout ça, et je ne vous ai pas assez titillé de ce côté-là, c'est votre utilisateur final, il s'attend à quoi? La vraie question pour moi dans tout ça,
On peut réinventer nos business. On peut essayer de trouver des solutions. Oui, mais vos utilisateurs, ils s'attendent à quoi? Si demain, vous posez la question pour savoir est-ce que vous êtes prêt à revenir dans un concert, dans une salle de concert avec 20 000 personnes et que vous avez 98% des gens qui vous disent non, c'est même pas la peine de se poser la question de quand est-ce qu'on va en refaire. Pour l'instant, c'est pas prêt. Donc la vraie question aujourd'hui que chacun dans nos business doit vraiment se poser, c'est notre utilisateur, notre client déjà, est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'avec cette situation, il a changé? Est-ce qu'on va commencer à s'adresser à d'autres personnes auxquelles on ne s'adressait pas jusque-là? Je pense à toi, Guillaume. Peut-être que c'est vraiment le moment d'aller taper du client partout dans le monde parce que ta solution, elle n'est pas montréalaise. Elle n'est pas juste avec la Chambre de commerce de Montréal, même si tu faisais des événements à l'étranger. Pour moi, la vraie question pour toi, c'est l'international. Patricia, tu as pu voir ce que Jonathan est en train de mettre en place. La vraie question pour toi, c'est tes utilisatrices. Est-ce qu'elles s'attendent à pouvoir avoir des portraits un peu plus réguliers de celles qui font, de celles qui font le cœur même de ton application? Et Alexandre, toi, pour moi, clairement, ton travail, ça a toujours été l'expérience aussi bien du festivalier pour amener la meilleure cohésion avec le sponsor et faire le lien, parce que toi, tu es au cœur de la triade qui est entre le client final, le festivalier qui se déplace, la marque qui veut toucher ces gens et celui qui crée le festival et qui veut passer tout ce monde-là. Toi, tu es au cœur de tout ça. Ta question, systématiquement, c'est l'expérience que je veux faire vivre. Je suis désolé, je pense que toi, effectivement, mis à part réfléchir à c'est quoi les nouvelles expériences et aller chercher toutes ces nouveautés, il faut réinventer le modèle. Mais ça, c'est ce que tu fais, ce que tu faisais toujours. Donc, pour moi, c'est une formidable opportunité de proposer ça. Bref, absolument. Moi, je suis super content Amen. moment avec vous. On a un peu débordé, on est à 1h15. J'espère que les 10 personnes qui nous regardent, le but de tout ça, c'est de démarrer des échanges. Je suis content que vous ayez pu faire connaissance. Merci la Covid. Hein. Vous seriez peut-être jamais rencontrés sans ces circonstances-là. Est-ce que vous avez un dernier petit mot à nous partager chacun? Max, tu commences? Ouais, moi en fait le truc c'est que j'étais vraiment observateur, j'ai surtout écouté que parler et c'est vrai que c'était très intéressant par rapport à toutes vos activités qui sont liées à la même thématique mais qui ont totalement des choses différentes, festival, application, comment dire, algorithme et puis là ce que j'ai retenu avec Jonathan c'est se réinventer et vraiment de pouvoir créer quelque chose qui se passe par la tête et puis foncer sur quelque chose. Moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi dans mon entreprise, c'est que quand j'ai vu que ça arrivait, j'étais à Miami avec mon associé. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et au final, nous, on avait l'avantage d'être 100% en ligne. Du coup, on a encore plus poussé. Comme on a dit, on a fait des webinaires, c'est-à-dire qu'on a fait des conférences en ligne. On en a fait beaucoup, avec donner beaucoup de valeur aux gens, partager notre savoir et en fait, on a fait notre communauté était encore beaucoup plus forte grâce à cette pandémie en fait. Parce que les gens étaient tous sur Internet. Du coup, c'est là où on a réussi à faire une congrégation de personnes et que ça a poussé notre business et c'est exactement ce que je vois, c'est que les gens sont en train de se réinventer et essayer de donner des nouvelles solutions à leur entreprise, quoi. Eric Alexandre. Max, c'est une qualité d'écouter et de pas parler. Hein.
Ouais, c'est vrai. Je vais te le dire, normalement, je suis une pipelette. Hein. Tu peux demander à Mickaël. Je suis tout le temps en train de parler. Et là, j'ai fait un effort parce que j'ai fait un effort pour vraiment pouvoir intégrer ce que faisait chacun, en fait, et pouvoir avoir une analyse plus au niveau structurel de ce que vous faites. Je partagerai dans le groupe un peu les projets de chacun. Si vous voulez, profitez-en pour faire un peu la promo de ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. Je pense que ça intéresse tout le monde. Aujourd'hui, on n'est pas là pour faire juste de la promotionnelle. C'est vraiment de dire, voilà, moi, je fais ça, je suis en train de mettre ça en place. J'ai vu que ça a eu tel effet, telle réussite, etc. Je pense que c'est, comme tu le disais, Jonathan, c'est l'entraide. C'est cette formidable capacité qu'on a à se partager des infos et pas juste à vouloir les garder pour soi qui va faire qu'on va s'en sortir. Ben ouais, Eric? puis, justement, moi, c'est mon mot en terminant. Je pense que Jonathan puis Guillaume, vous avez dit au cours de cette vidéo que l'information, ça se partage. Puis je pense que l'entrepreneuriat, une grande partie de l'entrepreneuriat aussi, c'est de partager de l'information pour éventuellement aussi en recevoir. L'information peut être une monnaie, mais je pense que l'entrepreneuriat, c'est une grande partie de partager de l'information. Et je remercie énormément Mike pour cette initiative. Je pense que à travers tout ça, c'est les journées, en tout cas mes journées, au départ, j'étais un peu comme Jonathan, où j'ai passé mes journées terrées à la maison à dormir les heures que j'avais pas dormi dans les 6 derniers mois. Aujourd'hui, j'en suis grandi, puis de voir qu'il y en a d'autres aussi dans la même situation, voir qu'est-ce que vous faites, comment vous réfléchissez, je trouve ça super intéressant et inspirant pour la suite, pour le déconfinement de notre petite entreprise. Merci Eric. Joe, un petit mot? Oui, moi je suis à disposition de tout le monde. Hein. Si jamais, je mettrai mes coordonnées en commentaire. Ouais. Alors pour le mot de la fin, Joe, il est coupé. Et je vous jure, c'est pas moi. Alors on va demander à Patricia en attendant qu'on récupère Joe. Oui, moi aussi je te remercie Mike pour la... Ah, Jonathan, tu veux terminer? C'est bon, le message est passé. Ok. Non, vas-y Patricia. Merci beaucoup Mike pour cette mise en relation que moi j'ai trouvé super intéressante. C'était un brainstorming en fait pour moi. Il y a des idées qui ont émergé et je ne manquerai pas de recontacter Jonathan, Max et puis Guillaume. Voilà. Eric, toi, non. C'est pas grave. mais je suis d'accord avec Jonathan aussi. Je pense que, tu sais, puis moi plus que vous, parce que vous avez tous des petits projets, des petits et gros projets. Moi aussi, en ce moment, je donne beaucoup de mon temps gratuitement. Merci au gouvernement canadien qui me permet de faire ça. Mais moi aussi, mon travail dans la vie, c'est d'absorber de l'information sur l'industrie de l'événementiel. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de brainstormer avec vous aussi. Cool. Ça, ces choses-là, les masterminds, les cerveaux collectifs, comme on les appelle, franchement, même si je suis pas dans votre comment dire, niche de marché, en fait, j'ai récupéré des informations que je vais pouvoir réutiliser pour mon business propre. Par exemple, j'ai un client qui est dans pas dans l'événementiel, mais dans le sport, mais je pourrais faire appel à un de vous pour pouvoir le promouvoir et avoir un événement qui serait en adéquation avec une combinaison de stratégies, que ce soit en ligne et présentiel, quoi. Et donc là, ça serait encore plus puissant pour, par exemple, un lancement de produit. Moi, il faut juste vous dire que grâce à vous, j'ai construit une offre commerciale en même temps. Donc, Guillaume, tu voulais nous dire un truc? Au Canada, ils prennent des on va demander à Joe, pendant qu'on t'a, on veut bien avoir ton mot de la fin. Je disais, il faut faire gaffe. Je crois que les Canadiens prennent des commissions sur les bonnes. Et moi, je prends tout de tous les côtés. Voilà. Mais je disais, moi, juste avant que ça coupe, qu'il n'y avait pas d'école pour être chef d'entreprise.
et je le regrette. Moi, j'aimerais que les gens qui ont envie d'être dans l'entrepreneuriat puissent suivre des vrais cours, mais le succès, c'est toujours assez compliqué. Max doit le savoir. Montrer que tu réussis, c'est très compliqué. Donc, du coup, il y a beaucoup le syndrome qu'il faut cacher les choses, cacher les infos, cacher les bons tuyaux pour gagner de l'argent ou autre, parce que c'est un peu mal vu. Après, ça dépend des pays, mais en tout cas, en France, c'est le cas. Et donc, du coup, moi, j'aurais bien aimé avoir une école avant de monter ma boîte. J'aurais appris plein de choses. Et c'est justement avec des échanges comme avec Michael, qui a déjà eu beaucoup d'expérience dans l'entrepreneuriat, qui m'a pu me dire aussi là où il s'est foiré, là où il a réussi, les tops et les flops. Et constituer des groupes de travail comme aujourd'hui, c'est toujours intéressant, inspirant. Et on peut, comme l'a fait chacun de nous, tirer à son propre profit des idées des autres, quoi. Donc voilà, on continue. Je suis content de vous avoir tous rencontrés et puis de refaire la suite via les réseaux sociaux. Ouais, Pareil, on verra la pareil. suite à donner à tout ça. Guillaume? Ben, également, merci Michael d'avoir organisé ça. C'est vraiment intéressant. Puis c'est le fun aussi le volet transatlantique, de pouvoir parler avec des gens d'un peu partout, puis de sortir de la réalité juste québécoise dans laquelle on est un peu des fois centré. Moi, je suis déjà un vendu à l'intelligence collective, à l'échange et tout ça. C'est un peu ce que je fais déjà depuis de plusieurs années. Il faut partager, il faut essayer de s'entraider, il faut pas avoir peur de demander de l'aide non plus. Il faut pas avoir peur de brainstormer avec les autres puis d'échanger les idées. C'est comme ça qu'on apprend. J'ai déjà une ancienne patronne qui m'avait dit que c'est des MBA par intraveineuse. Tu écoutes les autres, écoutes leurs échecs, et puis c'est comme ça que tu réussis à voir comment toi tu pourrais t'adapter comme entrepreneur. Peut-être comme mot de la fin, un peu plus lié à l'événement Mourir, hiberner, se réinventer. Moi, je pense que là, on est en mode survie. On doit trouver des moyens de ne pas perdre nos revenus complets pour que nos entreprises puissent traverser la crise. Mais comme il y a une incertitude quant à la reprise, ben, je pense qu'il faut aussi penser à des solutions qui vont être durables, de réfléchir dans un modèle qu'on va être capable de monétiser ce qu'on fait, mais de le monétiser de façon durable. Puis je pense qu'il est là le défi dans notre industrie, de réussir à trouver ces solutions-là. Alors, je pense que l'échange et les rencontres permettent ce genre de rencontres-là. C'est important de le faire. S'il y en a qui ont besoin de solutions pour leurs événements, pour créer des mises en relation, pour mettre des gens ensemble, pas juste au hasard, mais en fonction qu'il y ait des vraies affinités entre les gens, une bonne compatibilité, n'hésitez pas à nous appeler. On va pouvoir brainstormer avec vous des projets. Mais comme entrepreneur, c'est vraiment ce que je retiens, c'est de dire, bon, comment je veux sortir de cette période-là encore plus fort avec un meilleur modèle d'affaires et pas juste avoir survécu, mais avoir bâti quelque chose encore plus fort qu'avant. Merci à tous. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci d'avoir joué le jeu pour cette première. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais je pense que le format transatlantique est intéressant. Je pense qu'on va le refaire. Maintenant, si vous avez des suggestions de sujets ou de typologies, de problématiques à mettre en œuvre dans ce format-là, je vous invite à le faire dans le groupe Facebook. Ce sera avec plaisir qu'on essaiera peut-être d'en faire un autre. Merci en tout cas. Je vous souhaite bon appétit pour les Québécois et un bon apéro pour les Français. Et puis à très très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ciao.